Bienvenue dans votre nouveau numéro d'entretien. Aujourd'hui, nous allons parler de violences basées sur le genre et la liberté d'expression en RDC. Aujourd'hui, nous avons reçu quelqu'un qui va échanger ensemble avec nous. Il s'agit de Monsieur Prince Moroula. Il est gestionnaire principal de journalistes pour le droit humain, JHR ou JDH RDC. Ensemble avec lui, on va échanger sur la liberté d'expression et les violences basées sur le genre en RDC. Bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Prince. Bonjour Clémence, bonjour à tous les téléspectateurs. Comment vous allez? Ça va très bien. En quelques mots, c'est quoi JDH? Alors, JDH, c'est journaliste pour les droits humains, en anglais Journalist for Human Rights. C'est une organisation internationale des droits canadiens qui œuvre en République démocratique du Congo depuis une dizaine d'années. JDH travaille dans plusieurs provinces de la RDC, principalement actuellement à Kinshasa et au sud Kivu. JDH, c'est donc une organisation qui travaille avec les médias dans le cadre du développement des médias. Et l'objectif, c'est de renforcer les compétences des médias, des journalistes, à mieux couvrir les questions relatives aux droits humains. Actuellement, en RDC, JDH travaille sur un programme avec l'Affaire mondiale Canada. C'est dans le cadre de renforcement des compétences des organisations de la société civile et des médias dans le cadre de la couverture des questions relatives aux droits des femmes et des filles. Le programme, c'est Canada Monde, la voix des femmes et des filles. Voilà. Quand est-ce qu'on peut parler de violences basées sur le genre? Alors, les violences basées sur le genre, ce sont des violences qui sont liées au sexe d'une personne. C'est-à-dire, généralement, quand on voit un individu, un être humain, elle est distinguée par le sexe. C'est-à-dire, il y a un homme, une femme. Ça, c'est biologique. Et très souvent, il y a cette distinction sociale qui s'est créée où on a mis des formes de barrières. On se dit, la femme, elle ne doit pas faire ça. L'homme, il doit faire ça. Pourtant, il y a des choses qui sont biologiquement logiques. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas mettre au monde parce que je suis un homme. Et une femme, elle peut mettre au monde et allaiter un enfant parce qu'elle a des seins. Et ça, c'est physique. Mais sur le plan social, dire qu'une femme ne peut pas diriger un groupe d'hommes, ça devient une construction sociale. Il y a d'autres faits qui ont été créés. Et la plupart des fois, on dit la femme doit subir, l'homme doit conduire. Bref, ce sont des barrières sociales et sur lesquelles nous sommes en train de revoir avec les membres de la communauté et se dire, voilà, la femme et l'homme ont été créés de la même manière et ont des mêmes compétences. Bien sûr, il y a les limitations, comme je l'ai dit, physiologiques. Mais sur le plan social, il y a des règles à revoir parce que la femme et l'homme peuvent diriger, et nous le voyons aujourd'hui, au niveau de la communauté, que ce soit au niveau institutionnel ou au niveau local. Les femmes arrivent à apporter des changements ou à mener la différence dans plusieurs institutions de la même manière que le font les hommes. Et alors, à ce niveau-là, on parle des violences basées sur le genre, quand cette violence est orientée envers un sexe. Et c'est généralement le sexe le plus, disons, discriminé, c'est-à-dire la femme, parce que sur le plan de pouvoir, puissance, elle est inférieure. Et les hommes utilisent ça pour essayer de ne pas lui laisser avancer ou manifester ses compétences, ses atouts. Mais quand on parle du genre, on voit les deux sexes. Mais pourquoi on met plus l'accent sur la femme? Je le disais, la femme, elle est sociologiquement moins puissante sur le plan de pouvoir au niveau du monde. Et ça a été prouvé même, parce qu'on peut parler du racisme, on peut parler des violences basées sur les genres, parce qu'en parlant du racisme, on parle de ce groupe de personnes inférieures dans la société, et pas parce qu'elle n'a pas de compétences, mais regarde sa peau. On se dit c'est un noir, par exemple, elle n'a pas de pouvoir, et ça devient quelque chose de... c'est comme je le disais, quelque chose d'anormal dans la communauté. Et c'est la même manière pour la femme, parce que elle est inférieurement, sociologiquement parlant, elle est inférieure vis-à-vis de l'homme. Et le fait d'entretenir cette infériorité
qui a été fabriquée sur le plan sociologique. Et c'est ça qui amène à ce qu'on parle des violences basées sur les genres, parce que la femme, elle a été disons, victimisée dans ce rôle-là. On a besoin de la voir se relever et jouer le même rôle que les font les hommes. Mais actuellement, est-ce que vous pensez que ces violences ont plus de l'impact sur la société par rapport aux droits humains? Oui, les violences basées sur les genres ont plus d'impact sur la société. Il y en a beaucoup parce que, tout d'abord, nous avons des compétences que nous étouffons parce qu'on se fie au sexe de la personne. La femme ne doit pas travailler. Et pourquoi elle ne doit pas travailler? Vous voyez, la femme ne peut pas faire des études scientifiques ou des études qui nécessitent plus de réflexion parce que c'est une femme. Et pourtant, ce sont des génies. Parmi les femmes, il y a des génies, il y a des personnes compétentes. La femme ne peut pas nous diriger. Bref, ce sont des choses qui ont des... Parmi les conséquences, on étouffe d'abord des compétences. De deux, c'est une forme de discrimination qui pousse une catégorie qui est d'ailleurs majoritaire sur le plan sociétal, qui pousse cette catégorie à penser qu'elle a été faite rien que pour remplir certaines tâches ménagères. Et ça fait partie des conséquences. Donc, les violences basées sur les genres, il y en a beaucoup. Il y en a des violences qui sont physiques, des violences sexuelles. On sait tous ce que ça apporte comme conséquence sur le plan psychologique, parce que c'est la destruction que ça apporte. Il y a des violences qui sont aussi liées à la vie dans le foyer, notamment des violences psychologiques, des violences physiques, des femmes qui se font battre régulièrement. Et sur le plan psychologique, on lui dit à tout moment qu'elle ne sert à rien. Ce sont des genres de violences qui existent malheureusement, mais qui souvent sont ignorés par le grand nombre. Et pourtant, c'est la majorité des cas de violences basées sur les genres enregistrés au niveau de la RDC, mais qui restent impunis. Alors, JDH travaille depuis 2019 dans le cadre de son programme Canada Monde, la voix des femmes et des filles, pour améliorer la compréhension des droits des femmes et des filles en République démocratique du Congo. Nous travaillons aussi pour améliorer la loi ou les normes nationales en matière de protection des droits des femmes et des filles. Ainsi, nous travaillons avec des journalistes que nous formons. Nous encadrons aussi pour les amener à produire des reportages, à réaliser des reportages qui sont fouillés et qui donnent une image positive, pas une image discriminatoire vis-à-vis de la femme. Nous travaillons avec la société civile pour mener des plaidoyers ensemble afin de pousser les autorités à pouvoir améliorer les règles sociétales vis-à-vis de la femme. Je vais donner quelques exemples. Actuellement, nous travaillons avec plusieurs organisations de la société civile, mais aussi la présidence de la République, sur une loi basée sur, qui réprime les violences basées sur les genres en République démocratique du Congo. Nous travaillons aussi sur une loi qui vise à donner la gratuité, l'accès gratuit aux victimes des violences sexuelles au niveau de la justice. La loi est actuellement en étude au Parlement. Nous travaillons aussi, nous avons mené plusieurs plaidoyers pour amener la femme à être plus représentée au niveau des institutions, parce que c'est ça le combat que nous menons aussi actuellement, afin qu'elle puisse avoir un rôle à jouer dans le cadre institutionnel au niveau du pays. Et pour ça, nous avons mené des plaidoyers avec des différentes autorités, notamment les parlementaires, pour que la loi électorale puisse tenir compte du genre. Et ce qui a été un grand succès, quelque chose de positif, parce qu'aujourd'hui, nous avons une loi qui incite les partis politiques à prendre en compte la dimension genre, et les personnes qui le font, les partis politiques et regroupements politiques seront exemptés de payer la caution. Bien sûr, on voulait une loi plus rigoureuse qui pouvait pousser à rejeter les listes électorales qui ne tenaient pas compte du genre, mais ça c'est déjà un grand progrès au niveau national. Donc nous sommes dans un plaidoyer, une dynamique avec plusieurs organisations, que ce soit au niveau national que provincial, et cela nous pousse à faire avancer le plaidoyer vis-à-vis en vue de l'amélioration des droits des femmes au niveau du pays. Est-ce que vous travaillez directement avec ces victimes? Oui, nous travaillons directement avec certaines victimes, notamment, et ce à travers différentes organisations qui les encadrent, parce que JDH, comme je l'ai rappelé au départ, nous sommes une organisation des médias, et donc nous visons à améliorer la manière de couvrir par les médias les questions relatives aux droits des femmes et des filles.
Mais nous avons des partenaires au niveau de la société civile qui travaillent directement avec les victimes, notamment la Fondation Panzi, qui est basée à Bukavu et avec un bureau ici à Kinshasa, avec qui nous travaillons sur certaines activités. Il y a aussi d'autres organisations au niveau national et régional qui travaillent directement avec les survivants de violences sexuelles et avec qui JDH collabore. Est-ce que souvent c'est facile quand vous êtes sur le terrain, tout se passe comme vous souhaitez, ou bien il y a des difficultés? Oui, les difficultés, il y en a, mais c'est que notre rôle comme JDH, c'est surtout quand on forme des journalistes, on les amène, on les facilite l'accès sur le terrain à travers nos partenaires. Et bien sûr, il y a des difficultés pour parler avec les survivants de violences sexuelles. Et c'est pourquoi, dans notre curriculum, nous essayons d'améliorer aussi les techniques sur comment parler avec les victimes, les personnes traumatisées, les personnes vulnérables. Et je crois, pour l'instant, nous avons beaucoup de progrès avec les journalistes parce qu'au départ, ce n'était pas le cas. Il y avait des difficultés où on ne savait pas comment aborder une personne qui a connu un traumatisme, comment travailler avec les personnes vulnérables. Et les choses s'améliorent parce que nous avons plus de reportages aujourd'hui qui couvrent les questions sensibles au niveau de la communauté et qui ont de l'impact aussi des changements qu'on observe au niveau local. Et vous avez à peu près déjà formé combien de journalistes? Actuellement, nous avons un réseau de plus de 100 journalistes au niveau de la République démocratique du Congo. Et ce réseau, il y a une grande partie qui est à l'est, notamment Goma et Bukavu, et une partie qui est à Kinshasa. Actuellement, donc, nous comptons améliorer ou renforcer ce réseau afin d'avoir un plus grand nombre de journalistes dans plusieurs provinces. Voilà, mais au même moment, vous parlez des droits humains, la liberté d'expression en fait partie. Si on vous demandait de décrire c'est quoi la liberté d'expression, que diriez-vous? La liberté d'expression, telle qu'elle est définie la Constitution, je crois que c'est l'article 13, c'est le fait pour une personne de pouvoir s'exprimer de manière libre, de donner son opinion par rapport au vécu au niveau national, par rapport aux problèmes qui touchent la nation. Et cette liberté est régie par la loi, mais aussi avec ses limites, notamment qui doivent être des respects de la loi et de l'ordre public. C'est ça, en fait, au niveau de la RDC. Et cette liberté pour laquelle se battent les journalistes depuis des années, nous sommes aussi dans ce combat-là, pour avoir des journalistes qui donnent l'information, qui tiennent compte de la liberté d'expression, mais qui, de manière équilibrée, essaient d'informer la communauté pour apporter des changements positifs. Voilà, c'est que je peux dire assez mieux. Mais aujourd'hui, est-ce que, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, est-ce que ça fait partie de nos droits, les injures, ça fait partie de nos droits, ou bien c'est la liberté d'expression? Alors, les injures, d'abord une injure, c'est un fait précis qu'on impute sur une personne. La liberté d'expression, d'ailleurs c'est dans le code d'éthique et de déontologie des journalistes, on s'interdit à diffuser des injures ou à proférer des injures vis-à-vis des personnes, que ce soit des autorités publiques ou des tierces personnes. Ça fait partie du travail de la déontologie des journalistes. Et je crois que les journalistes peuvent donner une information de manière objective, sans insulte, et l'information va passer. C'est-à-dire, n'est pas juste question de cadrer ses propos, n'est pas chercher à mettre en place, donc à diffuser des informations en utilisant des mots qui choquent, et l'information va passer de manière claire. C'est ça. C'est-à-dire l'insulte, ça fait partie des éléments que proscrit notre code de déontologie. Et voilà, vous êtes là, vous gérez toute une structure de journalistes de droits humains, et nous sommes face à une situation où aujourd'hui plusieurs journalistes préfèrent plus partager, diffuser les injures. Pour eux, ça fait partie de la liberté d'expression. En tant que JDH, qu'est-ce que vous faites par rapport à ces genres de situations? Alors, ça fait partie du travail que nous faisons, parce que la déontologie du journaliste, les règles pour diffuser l'information de manière objective, ça fait partie du travail quotidien que nous faisons avec les journalistes, membres de notre réseau. Et je dirais que le Congo a beaucoup de travail au fait à faire au Congo en matière de liberté d'expression, parce que les gens confondent la liberté d'expression et d'autres faits,
notamment les insultes et la diffamation, parce que c'est quelque chose aussi qui est punissable par la loi. Et en tant que JDH, nous formons les journalistes sur les techniques de couverture des questions notamment sensibles. Ça peut être des problèmes qui appellent des conflits. Et tout ça, ça fait partie des éléments que JDH essaie d'amener les journalistes à mieux comprendre. Alors, tout le monde n'est pas dans notre réseau et malheureusement, tout le monde n'est pas encore en contact avec notre façon de travailler. Et c'est pourquoi nous pensons qu'avec le temps, nous allons agrandir notre réseau afin d'amener plus de journalistes à intégrer juste la déontologie et l'éthique dans leur traitement de l'information. Parce qu'il y a cette tendance qu'il y a des journalistes qui sont à la fois journalistes et militants. C'est-à-dire un journaliste qui se comporte comme acteur ou activiste d'un parti politique. C'est anormal en parlant de notre profession. Donc il y a encore du travail à faire avec les journalistes, notamment le recyclage de certains journalistes. Le buzz, ça fait partie aussi des éléments qui nous poussent à commettre beaucoup d'erreurs. Parce que nous avons des délits de presse au niveau de la RDC. Nous sommes encore régis sous l'écoute des délits de presse, partant de la loi de 96 sur l'exercice de la liberté de la presse. Et ça fait partie des éléments qui poussent, d'ailleurs, la plupart des fois, les journalistes à se faire arrêter, à se faire harceler, à se faire menacer. Il y a une façon objective à faire passer une information. On peut dénoncer une situation sans tomber plus bas dans les insultes. Au fait, on est là, journalistes, nous travaillons, mais ces derniers temps, c'est très difficile de traiter certains faits. Mais là, du coup, la liberté d'expression devient carrément difficile. Parce que de plus en plus, les journalistes sont arrêtés. Et qu'est-ce que le journaliste à ce moment-là, ou bien les autorités doivent faire, parce que la faute, c'est de deux camps, et les autorités et les journalistes. Je dirais d'abord que nous venons d'une situation très compliquée, parce qu'avant 2019, le Congo faisait partie de ces pays où la répression envers les journalistes est très exercée. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes encore sur des listes où la liberté de la presse n'est pas respectée. Le bureau, donc, disons, dans son rapport GED, par exemple, pour l'année passée, a parlé de plus de 100 cas d'harcèlement, d'agression et de tueries à l'égard des journalistes, et ce qui est encore excessif. Pourtant, nous ne sommes pas encore au niveau de l'année électorale, parce que ça sera encore plus le temps avance, plus nous approchons des élections, plus la pression du gouvernement s'exerce vis-à-vis des journalistes. Et donc, nous pensons que les journalistes doivent continuer à faire son travail. Parce que notre travail, c'est de donner l'information à la communauté. Et les autorités, notre travail aussi, c'est de leur pousser à comprendre que le journaliste ne joue que son rôle. Nous militons aujourd'hui pour que nous puissions avoir une loi pour l'accès aux sources d'information. Parce qu'il y a aussi ce problème. Nous avons une information qu'on ne sait pas prouver parce qu'on n'a pas accès aux sources officielles pour attester si cela est vrai ou faux. Et les autorités, généralement, se cachent derrière ça et disent c'est un secret défense ou secret d'État. Et le journaliste, quand il diffuse l'information, on lui dit est-ce que tu peux prouver ça? Vous voyez, donc ça fait partie des problèmes que nous rencontrons. Mais nous avons l'obligation de donner l'information. Et la répression, elle est là, malheureusement. On n'est pas encore sorti du trou noir. Donc on espère qu'avec le travail que nous faisons avec les autorités, les choses vont s'améliorer. Parlons liberté d'expression et la liberté de presse. C'est la même chose ou bien il y a une différence? Il y a une petite différence, mais ça tourne toujours autour de la même chose. Parce que c'est le droit d'exprimer ses pensées. Mais le problème, c'est le canal qu'on a utilisé. Parce que les journalistes utilisent les médias. Mais tout le monde peut s'exprimer. Ça peut être dans la rue ou dans une église. On peut s'exprimer. Mais dès que ça passe dans des médias, ça devient... ça concerne la presse. Voilà. Vous savez que le tribalisme fait partie aussi de violences basées sur le genre. Qu'est-ce que JDH, de son côté, fait pour lutter contre ces genres d'activités? Disons, le tribalisme, c'est, comme le disaient certains auteurs, c'est un cancer pour une nation. Et malheureusement, les appels à la violence envers une communauté ou envers un groupe ethnique ou religieux, ce sont des faits
qui détruisent ou qui opposent les groupes ou la communauté les uns les autres. Nous pensons qu'il est temps et que les médias devraient jouer un rôle important parce que les médias, malheureusement, sont le canal le plus important par lequel passent les différents protagonistes afin de faire passer leur message, afin de convaincre la communauté sur une opinion donnée. Le tribalisme, c'est quelque chose à bannir immédiatement. Donc, on ne devait pas être content de se définir comme membre d'un groupe communautaire. Ça, c'est l'erreur que nous faisons, c'est de penser qu'il y a un groupe. On devait être fier de se définir comme Congolais. Et c'est ça ce qui va nous permettre de faire avancer la nation. Je crois que la chose la plus difficile qu'on n'arrive pas à distinguer chez nous, c'est qu'on se cache derrière les drapeaux des partis politiques. On se cache derrière les drapeaux communautaires ou les origines communautaires. Les ressortissants d'eux, les membres de telle communauté qui défendent tel intérêt. On devait se cacher sous les drapeaux de la RDC. Et là, on pouvait défendre facilement les intérêts de la République démocratique du Congo. Malheureusement, c'est une notion qui n'est pas inculquée et par les membres des partis politiques et par le gouvernement qui devait nous pousser à comprendre que nous n'avons pas plus grand que le drapeau de la République démocratique du Congo, que les drapeaux des partis politiques, ce ne sont que des banderoles qu'on peut arracher ou en faire n'importe quoi, mais rien n'est sacré que les drapeaux de la RDC. Et malheureusement, en se réfugiant derrière les groupes, et ça a commencé pas seulement aujourd'hui, parce que l'Abaco, à l'époque, avant l'indépendance, c'était un groupe qui s'est référé à un groupe ethnique. Et tous les partis politiques, vous verrez, c'est généralement identifié par rapport à un groupe, à une communauté donnée. Et c'est parmi les éléments, je crois, qui doivent nous pousser à mieux réfléchir. C'est quoi notre démocratie? C'est quoi l'idée de la nation que nous avons? Le tribalisme, c'est quelque chose qui peut facilement détruire ce pays et pousser les uns à s'opposer vis-à-vis des autres. Vous savez que vous parlez des droits humains. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Comment on peut gérer les humains à travers les réseaux sociaux, à toutes les publications que nous voyons, publions chaque jour? Comment on peut parler des droits humains à ce moment-là? Oui, disons, les réseaux sociaux, heureusement que il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui essaient de voir comment contrôler le contenu des réseaux sociaux. Parce que le problème, c'est que ce qui y est diffusé, généralement, on n'a pas le contrôle sur ça. Et c'est viral. Parfois, on diffuse un message fake news et qui a beaucoup de partages, beaucoup de vues. Et les gens y croient. Parce que les gens aiment le buzz. Les réseaux sociaux, je pense que les journalistes ont un grand rôle en termes de vérification des faits. Parce que malheureusement, et ça c'est ce qui nous concerne le plus, les médias qui relayent les fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux. Parce que tout le monde parle sur les réseaux sociaux. C'est comme la rue qui a été transférée sur un groupe un peu formel, que sont les réseaux sociaux. C'est un peu ce qui se disait au marché avant, à qui se dit sur les réseaux sociaux. C'est aux journalistes de savoir et distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce qu'au final, les gens se réfèrent toujours aux médias pour confirmer si cela a été vrai ou faux. Nous avons des médias qui œuvrent sur Internet aujourd'hui, des médias en ligne. Et ces médias ont un rôle important parce qu'ils sont diffusés régulièrement sur les réseaux sociaux. Et si ces médias ne sont pas professionnels, ils ne feront que confirmer les fausses informations diffusées par des sources généralement non vérifiées. Et donc, je pense que les réseaux sociaux, par rapport à la liberté d'expression, c'est une très bonne chose. Mais le contrôle du contenu diffusé de manière objective, c'est ça le problème aujourd'hui. Je crois que le Congo est encore en retard par rapport à ce niveau-là. Parce qu'aucun programme gouvernemental formel n'est là pour aider les journalistes à mieux comprendre ou à mieux vérifier. Pas même des subventions au niveau du gouvernement pour savoir comment les médias fonctionnent. Bref, nous sommes en retard par rapport à l'appui aux médias et le contrôle des réseaux sociaux, de ce qui est diffusé, c'est l'effort des journalistes et des médias. Ça, le gouvernement y est presque pour rien. Donc voilà, je crois que le travail il est grand pour les journalistes et les différents médias afin d'améliorer ces contenus et aussi de donner la vraie information face aux rumeurs qui courent sur les réseaux sociaux. Voilà. Deux fois, quand vous formez le journaliste, hein, est-ce que vous tenez aussi compte de comment utiliser les réseaux sociaux? Ça vous arrive aussi?
Oui, nous avons des formations, des cours que nous donnons, notamment sur les fact-checking, comment identifier les bonnes et les mauvaises informations sur les réseaux sociaux. Nous insistons aussi sur le fait que tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux n'est pas nécessairement vrai. Parce que, comme je l'ai dit au départ, c'est comme ce qui se disait avant dans la rue, dans un bus ou au marché. Et ça se dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux parce que tout le monde a la parole. Et c'est ça le problème. Donc, à notre niveau, la question sur laquelle nous discutons régulièrement avec les gens, c'est comment vérifier ces informations. On dit que le président a dit ça, mais est-ce que vous l'avez entendu? Est-ce que vous l'avez vu? Parce qu'il se pose un autre problème. Aujourd'hui, on peut transformer facilement la voix d'une personne. On peut faire parler une photo, faire parler, donc donner un message qui ne vient pas de la source officielle. Bref, comment identifier toutes ces informations-là? J'ai vu des vidéos circuler, par exemple, de la République centrafricaine, qu'on identifie comme des vidéos venant de l'Est du pays, de la RDC. Vous voyez, bref, il y a plusieurs manières de manipuler l'information aujourd'hui. Et la question pour les gens, c'est de dire, c'est bien beau, mais est-ce que c'est vrai? C'est qui pousse à la vérification des faits. Parce que le public, bien sûr, il est inondé par des informations souvent non vérifiées, mais il a besoin des sources crédibles pour certifier si c'est vrai ou faux. Et ces sources crédibles, ce sont des journalistes et des médias. Voilà, justement, quand vous parlez de l'Est, la guerre à l'Est, aujourd'hui, il y a plusieurs publications. Chacun publie à sa façon, selon son choix, selon son goût. Mais vous-même, quand vous êtes sur le terrain, vous travaillez avec les gens du Nord Kivu, Sud Kivu. Comment ça se passe exactement? Parce que tout le monde parle que de la guerre à l'Est. Et les droits humains, est-ce que c'est respecté de l'autre côté? Alors, d'abord, sur le plan contexte, l'Est, ce n'est pas un enfer. Ce n'est pas partout où il y a la guerre. Et je crois que c'est l'image qui est malheureusement très véhiculée, où on dit que Goma, c'est la guerre, Bukavu, c'est la guerre à tout moment. Il y a des problèmes, mais ce n'est pas partout la guerre. Mais une chose est sûre, c'est la nation qui est touchée. C'est que quand on parle, normalement on ne devait pas parler de la guerre de l'Est, on devait parler de la guerre du Congo qui est agressée. Et c'est pourquoi je pense, les journalistes qui sont avec lesquels nous travaillons, notamment à Goma, ils ont vécu la guerre. Parce qu'en 2012, et aujourd'hui, Goma est menacé par le M23. Et donc, ils sont là, ils s'attendent à ce qui va arriver. Mais je voulais juste dire que les journalistes, ils ont un grand rôle aujourd'hui, notamment pour diffuser l'information. Parce que c'est très difficile de travailler dans des contextes, notamment comme celui de l'Est. Il y a deux contextes différents entre Kinshasa et Goma actuellement, parce que Kinshasa, il n'y a pas de couvre-feu. Il n'y a pas d'état de siège. À Goma, le gouverneur, c'est un militaire. Toute l'administration, c'est une administration militaire. Et donc, le travail, il n'est pas facile, comme c'est le cas ici à Kinshasa. Mais ce que j'aime avec les journalistes qui travaillent sur place, c'est leur dynamisme, c'est leur façon, c'est leur résilience. C'est qu'ils arrivent à surmonter les défis et malgré tout font du bon travail. Et ça, c'est la meilleure des choses que moi j'apprécie. Je connais des journalistes qui sont à Beni, à quelques kilomètres des lieux où il y a des massacres régulièrement, mais qui font régulièrement leur travail et de manière objective. Ils mettent en danger leur vie. Parce qu'à tout moment, les ADF peuvent attaquer la ville et les chercher. Mais ils arrivent à surmonter cela et diffuser l'information pour informer la communauté. Je crois que ce sont des héros, des journalistes qui travaillent dans ces milieux avec de tels contextes et on leur doit cela. Donc c'est pas si facile de travailler dans cet environnement. Oui, c'est pas si facile, mais malgré cela, quand le journaliste arrive à dénoncer un fait, une situation, là où le journaliste est attaqué, il y a un cas récent qu'on a eu à Bukavu. Oui, c'est-à-dire, il est très difficile de travailler dans un environnement militarisé. L'avantage de Kinshasa, il n'y a pas trop de militaires qui circulent dans la rue. Il n'y a pas trop de circulation d'armes à Kinshasa, comme c'est le cas dans des provinces à l'Est. Et donc, dénoncer quelque chose, généralement, c'est accepter l'inconnu, parce qu'on ne sait pas comment la personne va réagir. J'ai vu un journaliste qui a dénoncé, c'était à l'époque où il y avait Ebola, et lui, il a essayé d'expliquer aux gens qu'il fallait
suivre les règles telles que les dictait la communauté, donc les médecins, et il s'est fait agresser. Il a été tué. J'ai vu des journalistes qui ont été, récemment nous avons eu beaucoup de cas des journalistes tués au courant de cette année. À Bukavu, la journaliste qui a été tuée, qui a été notamment agressée, arrêtée pour avoir dénoncé et ça aussi c'est un cas qu'on a enregistré récemment. Bref, au niveau du pays, il y a ce problème qui est en cours, c'est-à-dire la liberté d'expression continue à connaître beaucoup de défis. Pourtant, c'est ça notre combat, donc il faut respecter cela et peu importe le contexte. Je sais qu'on va dire que voilà, les journalistes ils ont beaucoup de travail et tout, mais au fond, le travail que font les journalistes, ce n'est pas un travail si facile, parce que la communauté a le droit d'être informée. Et plus on donne une information objective, plus on aide la communauté à avancer et les autorités à prendre des bonnes décisions. Mais pourquoi les autorités? On dirait qu'il y a quelque chose là qui ne marche pas entre les autorités et les journalistes. Qu'est-ce qui empêche qu'il y ait cette relation-là? Qu'est-ce qui empêche ça? Je pense que les journalistes vivent dans la communauté. Les militaires aussi, ouais. Les autorités aussi. Exact. Mais les journalistes, lui, ils donnent la parole à la communauté. Ils relaient les frustrations de la communauté. Et les autorités n'aiment pas voir un peuple frustré. Ils veulent vendre l'image positive du pays. Ils veulent montrer que tout va bien. Les militaires sont bien payés, les agents de l'État sont bien payés, les soins de santé, ça marche. Les journalistes qui donnent un point de vue différent sont traités des ennemis, entre guillemets, des gens qui sont au pouvoir. Et ça, peu importe la bonne volonté qu'a les journalistes, généralement, on se met en danger comme ça. C'est-à-dire, on donne l'information que les autorités ne veulent pas, qui puisse être vue. On donne la parole aux gens qui dénoncent des choses que les autorités ne veulent pas entendre. C'est pourquoi les journalistes indépendants, dans des pays, et c'est ça notre combat en fait, nous avons beaucoup d'organisations qui travaillent même au niveau du pays pour ça, pour améliorer l'environnement médiatique, notamment sur le plan législatif, afin de permettre les journalistes à mieux diffuser l'information sans avoir peur d'être arrêtés pour avoir donné une information qui est objective. Il y a l'autre problème, c'est le renvoi à la diffamation. Parce que la diffamation, c'est toute information ou tout élément qu'on impute à quelqu'un, que ce soit vrai ou faux. C'est-à-dire, une information vraie, une autorité a détourné de l'argent. C'est vrai. Le journaliste a fait de l'investigation. C'est vrai. Mais si elle estime que le journaliste a attenté à sa réputation, il a le droit de l'attaquer pour diffamation. Ah bon? Et ça, c'est ce qui fait que les journalistes sont en difficulté. Parce qu'ils disent des choses que les autorités ne veulent pas entendre. Ok. Mais il y a toujours des soucis par rapport à ça, parce que sinon nous sommes limités dans notre façon de traiter l'information. Exactement. Aujourd'hui, le Congo fait partie des pays qui répriment les journalistes. J'ai parlé au début de la loi de 1996 qui fixe encore les délits de presse. Et ce qui est drôle, c'est qu'on définit les délits de presse comme toute infraction commise par la voie de la presse. Et les infractions, il y en a des milliers en fait, au niveau du pays, parce que tout est régi par la loi. Par exemple, offense au chef de l'État, c'est une infraction. La plupart des gens ne savent pas. Ah bon? Et ça peut renvoyer, parce qu'il y a aujourd'hui un député qui est arrêté pour ça, pour diffamation, offense au chef de l'État. Il y a beaucoup d'infractions, c'est-à-dire même offense au niveau des autorités. Ça peut être le gouverneur, on dit qu'il y a une opération qui n'était pas bien passée, le gouverneur n'a pas bien fait son travail. C'est déjà une offense, c'est une infraction. Bref, une infraction commise par la voie de la presse, c'est trop vague. Et on peut te ramasser pour n'importe quoi. C'est-à-dire que le journaliste travaille dans un environnement qui ne permet pas à ce qu'il puisse s'exprimer librement. Nous avons de la chance, très souvent on s'exprime sans être inquiété, mais on est sûr qu'à tout moment on peut être ramassé. Voilà le problème que nous avons, c'est vraiment sur le plan de la loi. Les délits de presse, c'est un élément qui doit être sur lequel c'est un plaidoyer de plusieurs organisations depuis plusieurs mois, plusieurs années, notamment il y a Journalistes en danger qui, je crois, depuis 2003 mène une campagne pour la suppression des délits de presse.
Mais les autorités continuent à s'accrocher dessus parce qu'ils savent que grâce à ça, ils peuvent contrôler les journalistes, ils peuvent les incarcérer à tout moment, on peut les faire taire. Donc les journalistes qui dérangent, c'est généralement des journalistes qui disent la vérité, qui donnent la voix à la population, qui relaient la frustration des populations. Et les autorités, quand ils se trouvent devant une situation, ils ne peuvent pas agir. Mais des fois aussi, les journalistes, ils font de trop, ils font ça de trop par rapport à ce que nous voyons à l'extérieur. Parce que les journalistes internationaux, souvent, ils travaillent selon la déontologie de leur mission. Ça aussi, ça pose problème avec les autorités. Oui, je crois que nous avons un problème, contrairement aux médias internationaux, parce que les médias internationaux sont subventionnés par leur gouvernement. Vous voyez, c'est-à-dire le gouvernement dicte une ligne aux médias. On peut penser qu'il y a, bien sûr, il y a plusieurs médias qui sont indépendants, mais quand même, il y a ce respect des valeurs de l'État, des valeurs nationales. On a vu avec la guerre en Ukraine, par exemple. Il y a cette valeur européenne qui est privilégiée par les médias européens. Même chose aussi pour la Russie, il y a cette valeur russe qui est privilégiée. Mais nous n'avons pas des valeurs, parce que l'État se méfie des médias. C'est-à-dire l'État ne subventionne pas les médias. Et plusieurs fois, on a fait des plaidoiries auprès du gouvernement pour qu'il donne des subventions aux médias, parce que c'est prévu par la loi. Mais l'État ne le fait pas. Alors qu'est-ce qui se fait? Les médias sont indépendants. Généralement, des médias sont financés par des agences internationales, ce qui est bien, parce que sans ça, on n'aurait pas plusieurs médias ne seraient pas viables. Le secteur de la presse serait par terre. Mais l'avantage de ça, c'est que ça donne plus de liberté aux journalistes. On n'a pas peur que le gouvernement peut couper les financements. C'est-à-dire, avec ça, nous pouvons facilement dire des choses et le gouvernement nous prend pour des adversaires. Mais je crois que cette valeur nationale devait venir aussi au niveau des médias, du gouvernement. Quelle est la contribution du gouvernement pour la promotion de la liberté de la presse au niveau du pays? Je ne dis pas qu'on doit nous placer sous tutelle des médias, du gouvernement, mais plutôt cette valeur-là. On sait que le gouvernement aide les médias à travers telle action, telle subvention. Parce que tous les grands médias au niveau international sont appuyés financièrement. Mais au Congo, le gouvernement ne fait rien. Voilà, c'est vraiment un problème. En tout cas, Monsieur Prince Morola, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Clémence. Voilà, nous sommes à la fin de notre numéro d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. À la prochaine.